Les mers et les océans sont-ils en train de devenir de nouveaux Eldorado planétaires? La réponse est oui. Et le thème espace maritime, approche géostratégique, a pour objectif de montrer quels sont les différents espaces, les exemples représentatifs et les enjeux de cet Eldorado. En géographie, on privilégie l'actualité pour entrer dans le sujet. Les points d'actualité ici sont nombreux. Le discours du président Vladimir Poutine le 14 décembre 2017 invitant à investir de façon massive dans l'exploitation des ressources de l'Arctique. La relance par le président Donald Trump en janvier 2018 de forages de pétrole offshore aux États-Unis sur la quasi-totalité des eaux littorales du pays, et ce, malgré l'opposition des ONG environnementales. Ou enfin l'annonce de l'ouverture par le Japon au large des îles Okinawa de la première exploitation industrielle sous-marine de nodules polymétalliques. 15 tonnes de métaux rares ont déjà été extraits en 2017 de ce gisement à 1500 mètres de profondeur. L'approche géostratégique du sujet suppose de bien définir trois notions. D'abord, évidemment, celle de géostratégie et d'approche géostratégique. La géostratégie, c'est l'analyse territorialisée et spatialisée des rapports de force entre les acteurs. Et cette définition met immédiatement en avant l'importance de la chaîne des choix des acteurs. Les acteurs, États, firmes multinationales, ONG, acteurs non étatiques violents comme les pirates du golfe de Guinée par exemple, ont des intentionnalités et des objectifs. Celles-ci, ces intentionnalités, débouchent sur des stratégies qui vont supposer certains types d'outils pour agir en fonction de la nature et de la puissance de ces acteurs. Et tout cela débouche sur la construction d'espaces par les acteurs. Pour résumer, les acteurs créent de l'espace. La deuxième notion à définir est celle de territorialisation des mers et des océans. Depuis 1982, la Convention de Montego Bay a territorialisé les océans. En fonction de la distance à la ligne de base du littoral, le statut juridique des mers change. La plus importante pour le sujet est la zone qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques, c'est-à-dire environ 370 km. Pourquoi? Parce que c'est dans cette ZEE que vont se trouver l'essentiel des ressources et des routes importantes, des routes stratégiques. Au-delà des 200 milles, nous sommes dans ce qu'on appelle la haute mer, et celle-ci est considérée comme un bien commun de l'humanité. Enfin, la dernière notion est celle de coopération ou de tension entre les acteurs contradictoires. Des États, comme la Russie ou le Brésil, ne vont pas voir les mêmes enjeux dans les mers et les océans qu'une ONG environnementale comme le WWF ou que des entreprises comme Total, ExxonMobil ou Gazprom. Chacun de ces acteurs va avoir des approches géostratégiques différentes, et c'est justement au croisement de ces approches contradictoires que vont se situer les espaces maritimes du XXIe siècle. Le plan du sujet « Les espaces maritimes, approche géostratégique » ne pose pas de difficultés particulières. Dans un premier point, on montre que les espaces maritimes, qui couvrent 71% de la planète, soit 360 millions de kilomètres carrés sur les 510 millions de kilomètres carrés de la planète Terre, sont au cœur d'enjeux de plus en plus importants. Quels enjeux? Les routes de la mondialisation économique d'abord sont des routes maritimes. Chaque jour, ce sont 99 000 navires, dont 11 000 pétroliers et méthaniers, 5 000 porte-conteneurs, qui transportent les matières premières et les objets manufacturés du monde. Les ressources maritimes sont également des enjeux. Ressources pétrolières, avec le développement du pétrole offshore de plus en plus profond. On considère aujourd'hui que 35% des réserves de pétrole et 30% des réserves de gaz sont sous-marines. Ressources en minerais sur les fonds océaniques. Ressources halieutiques, les prises de poissons ont été multipliées par 3 depuis 1950, depuis 50 ans. Développement de l'aquaculture. Depuis 2012, le tonnage de poissons d'élevage, 60 millions de tonnes, est désormais supérieur à celui de la viande bovine dans le monde. Enfin, l'étendue maritime elle-même est devenue un enjeu. Face aux résistances pour installer les éoliennes sur les littoraux, on construit désormais des champs géants d'éoliennes offshore. Et 270 câbles de fibre optique posés au fond des océans assurent le transit de 90% de l'information mondiale. Deuxième partie, ces enjeux, souvent contradictoires, débouchent sur des tensions politiques et stratégiques fortes. Et les mers de Chine du Sud sont l'un des lieux métonymiques de ces tensions. Les États, et particulièrement les grandes puissances maritimes, États-Unis, Russie, Chine, France, Brésil, Royaume-Uni, Australie, Japon, qui entretiennent une flotte militaire totale de 1500 navires de guerre sous-marins compris,
se sont lancés dans une sorte de course à la mer. Avec la Convention de Montego Bay, qui s'applique depuis 1994, ce sont près de 30% des espaces maritimes qui sont désormais sous la souveraineté des États. Les détroits sont devenus des lieux de plus en plus stratégiques. Et dans un rapport de 2017, l'organisation de réflexion stratégique Chatham House a analysé 14 points chauds, les hotspots du commerce maritime mondial. Près de 70% des produits de la mondialisation, pétrole, produits alimentaires, passent par ces détroits. Enfin, la Chine est un bon exemple de la façon dont le Sea Power, le pouvoir de contrôler les mers, devient un objectif central. En plus d'une modernisation ultra rapide de sa flotte militaire, la Chine s'est lancée dans la construction d'îles artificielles à plus de 3000 km de ses côtes sud, y installant des ports, des pistes d'atterrissage, des bases militaires, le tout afin de contrôler les routes commerciales stratégiques au nord du détroit de Malacca. Troisième partie, comment gérer ces nouveaux espaces maritimes? Cette partie fait apparaître plusieurs façons différentes de créer du politique et de créer des espaces géopolitiques. L'Arctique est un bon exemple de cette volonté et des difficultés de cette gestion. La Convention de Montego Bay n'est pas seulement une façon de territorialiser les espaces maritimes, elle est aussi une façon d'éviter les conflits. Comment? En juridicisant les questions maritimes. La Convention crée des normes et des tribunaux permettant le fonctionnement d'un multilatéralisme maritime. La gestion commune des mers devient une question politique et environnementale centrale. L'environnement, justement. Eh bien, ce sont aujourd'hui 700 000 km² de plastique qui dérivent dans les océans, une sorte de 7e continent de déchets. 30% des espèces de poissons sont menacées d'extinction. Les nouvelles extractions de pétrole offshore ou des nodules polymétalliques sont terriblement destructrices pour les fonds océaniques. On est là, aux limites du système géopolitique actuel, et il faut aujourd'hui inventer de nouvelles formes de gestion commune. Enfin, l'Arctique est l'exemple évident de ces questions. La Russie en a fait l'un de ses objectifs majeurs, ouvrant une nouvelle route expérimentale qui suit les côtes de Sibérie et permettant de réduire le temps de transport entre la Chine et l'Europe. Mais les dégradations environnementales, fonte de la banquise, altération radicale de la biosphère dont les sources blancs sont devenus le symbole, font que les ONG s'y impliquent massivement. On voit bien que les 18 millions de kilomètres carrés de l'Arctique posent une responsabilité planétaire bien plus large que celle des ressources. Un petit ouvrage récent est ici très utile pour travailler la question. Le livre s'intitule « La mer, Nouvel Eldorado » sous la direction de Cyril Coutancet et Claire de Marignan. Il a été publié en novembre 2017, il est donc tout à fait à jour. Et c'est un petit livre très pédagogique, très complet, bien écrit. N'hésitez pas à investir dans la lecture de ce petit ouvrage. Enfin, je vous signale que les cartes qui se sont affichées au fur et à mesure de la présentation sont disponibles en ligne sur le site de l'atelier cartographique de Sciences Po, un site particulièrement intéressant pour préparer le bac. Bonne révision à toutes et à tous.